Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision par le Parlement béninois. Déjà 2 mois passés, bientôt 3, sans que le peuple en soit véritablement servi. Rien donc de clair à l'horizon. L'Assemblée nationale tournant pratiquement à plein régime à l'ère du nouveau départ, rien non plus paradoxalement ne présage pour autant de l'imminence de l'étude d'un tel dossier. Pourtant, l'article 229 du Code électoral, toujours en vigueur, ne souffrirait aucunement d'équivoque. La mise en place du Conseil d'orientation et de supervision est bel et bien prévue au mois de juillet de chaque année. Pourquoi alors ce silence en violation manifestement de la législation en vigueur et à quelle fin? À qui profiterait un tel silence? Mesdames, Messieurs, face à ces interrogations et bien d'autres, un recours en inconstitutionnalité pour la non-désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision finira par être adressé à la Cour constitutionnelle. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait apprécier l'intérêt et l'opportunité ou non de la dite démarche. 2 invités en notre compagnie pour mener le débat. Francis Laleye, expert électoral. Il est aussi expert en gouvernance politique déjà installé, comme vous le constatez. Francis Laleye, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir. Oui, vous serez accompagné ce matin de Julien Oussou, acteur de la société civile. Il est le coordonnateur national de WADEP, Bénin, un réseau d'organisations de la société civile très engagé dans l'éducation de la paix. Julien Oussou, bonjour. Bonjour, Joël. Merci aussi pour la disponibilité. Avec votre permission, nous allons très rapidement faire un petit tour à la régie. Ensuite, on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. La régie. Le mois de juillet, conformément à l'article 229 du Code électoral, le Parlement béninois devait procéder à la désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision. Faute de s'y conformer, la Cour constitutionnelle a été saisie afin de les enjoindre d'y procéder sans délai. Francis Laleye, la démarche, quelle lecture devrait-on plutôt en faire? Je crois que cette démarche, bonjour encore une fois, à vous, à tous ceux qui nous suivent. Je crois que cette démarche est non seulement pertinente, mais qu'elle est salutaire. Pertinente et salutaire. Oui, on pourrait même regretter qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt parce qu'on a déjà perdu 2 mois là quand même. Puisqu'au terme de la loi, le COSTEPI, chaque année, élection ou pas, est installé, doit prendre service, doit être installé, c'est ça. Donc le 1er juillet et il finit son mandat le 31 janvier de l'année suivante. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, depuis le 1er juillet 2017, on aurait dû avoir le nouveau COSTEPI en place. Et ce nouveau COSTEPI-là travaillerait jusqu'au 31 janvier 2018. Voilà ce que dit la loi. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est pertinent de faire cette démarche. C'est salutaire. C'est salutaire parce que dans des situations comme ça, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait des élections municipales dont les dates étaient devenues résolument élastiques. Qu'on n'arrivait pas à organiser, et ça, il y avait même des risques par rapport à la tenue des législatives, parce que si on peut déplacer les dates, on peut déplacer les dates des élections communales, municipales et locales, tel n'est pas le cas de la présidentielle et des législatives. Et donc, on avait des menaces à ce moment-là, et c'est la Cour, justement, qui, dans une décision célèbre, a réglé le problème en enjoignant aux autorités concernées de faire ce qui se devait. Et donc, je dis c'est salutaire parce que les lois ne sont pas faites pour plaire. Elles sont faites pour être respectées. À partir du moment où elles sont prises, et ça, c'est l'état de droit qui veut ça. Peu importe qu'on ait envie, peu importe que la loi nous plaise, à nous dirigeants ou pas, on doit la respecter. Julien Oussou. Oui, je suis totalement d'avis, surtout que pour ce cas-ci, c'est qu'on a battu encore disons les retards, on a battu le record des retards. Effectivement, il y a eu des cas où il y a eu des mandatures de COS qui ont été installées, je pense, jusqu'au 22 août. En fait, on a eu
la mandature, la troisième, dirigée par Aguemon, qui a été installée autour du 22 août. Mais là, aujourd'hui, on est en septembre, on est à fin septembre. Donc, on a battu en cette matière-là encore le record du retard. Quand on sait que ce COS qui doit être installé a aussi, dans la loi, au regard de la loi, article 264 du Code électoral, disons, la période d'opération qui va du 1er octobre, disons, au 31 décembre. Ça voudrait dire, d'ici une semaine, le COS devrait commencer les opérations de terrain. Alors qu'ils ne sont même pas encore désignés, ils ne sont même pas installés, ils ne savent même pas comment ils vont, qui doit faire le travail. Et donc, c'est là la grande difficulté. On se demande si on a déjà fait l'expérience, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième fois, si on a déjà eu des courriers, disons, de la Cour constitutionnelle pour rappeler à l'ordre, pourquoi on se laisse encore taper rigoureusement? Avant, et ça je me rappelle, avant ce recours, il y a eu déjà des rappels, comme je me rappelle avoir vu sur Facebook un post d'un des compatriotes béninois au 1er juillet. Et je sais bien qu'il a tagué assez d'acteurs politiques, assez de députés pour dire c'est comme si vous oubliez la date du 1er juillet. Aujourd'hui, on est en septembre, fin septembre, et rien ne profile à l'horizon. C'est vrai que c'était un poste qui n'était pas passé inaperçu. Assez d'acteurs politiques tagués de par leur silence, mais aussi les acteurs de la société civile. Francis, vous disiez tout à l'heure que c'est heureux. Je voulais renchérir un peu et dire qu'il y a un élément qui me paraît nouveau. Lequel? Par rapport au cas de retard. Même dans les cas où il y a eu du retard, on sentait quand même une certaine fébrilité dans chaque camp politique. On sentait que, bon, on se préparait à faire quelque chose. Mais ici, on a l'impression qu'il y a une espèce de complicité institutionnelle pour que rien ne soit fait. Un peu comme si on espérait que personne ne remarquerait même. Et ça, c'est vraiment inquiétant. La loi du silence qui s'observe, c'est ADC. C'est l'impression qu'on a. On a l'impression de quelque chose qui est fait à ADC parce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau de la mouvance, au niveau de l'opposition, que ça bouge, que d'habitude on sait déjà qu'on propose telle personne et qu'il y a des différends, il y a des bagarres même à l'intérieur des camps pour savoir qui sera positionné, qui ne le sera pas. Il n'y a rien, on n'entend rien. Il faut vraiment reprendre la loi, se frotter les yeux pour se dire, mais non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est bien la loi. Julien Oussou, oui. Un silence très profond qui devrait interroger. Au premier plan, les acteurs politiques. Francis se demande s'il n'y a pas quelque part là une complicité. Mais une complicité, pourquoi? Vous savez, on s'est posé la question et on a commencé aussi par aller chercher, disons, mais qu'est-ce qui peut justifier ou qu'est-ce qui peut servir ou qu'est-ce qui pourrait être à la base de tout ça? Et il y a quelques réponses qu'on peut observer, mais on se dit, je pense que même si nous sommes dans un système où ce n'est pas représentation, ils ne peuvent pas de go décider en notre nom de respecter ou de ne pas respecter, sans nous avoir dit ou sans avoir pris, disons pas les mêmes voies pour abroger ou pour dire ceci n'est plus applicable. Vous voyez, parce que organiser les élections, peut-être qu'on a des élections planifiées, mais des élections peuvent nous tomber dessus à tout moment. Absolument. Cela voudrait dire que aujourd'hui, si on devrait organiser peut-être des élections, on peut considérer que la liste actualisée à partir du mandat dernier de COS peut encore être utilisée. Parce qu'au regard de la loi, on n'a pas encore la nouvelle actualisation qui doit démarrer du 1er octobre au 31 décembre. Donc, l'ancienne liste est encore utilisable dans une certaine mesure parce qu'il faudra, la loi a prévu comment on intègre pour évoluer. Mais d'ici janvier, si une élection devait nous tomber dessus, on est en difficulté. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas du tout de préparatif pour nous permettre d'aller. Si vous allez prendre la loi sur le RAVIP, vous avez quelques signaux. Parce que... Quand on va prendre la loi sur le RAVIP... Le RAVIP, oui. Il y a quelques signaux. Parce que dans la loi sur le RAVIP, c'est dit clairement que, malgré le fait qu'on ne remet pas en cause l'organe, le COS, mais le travail du COS, le travail d'actualisation du COS sera suppléé
par les données biométriques et nominatives qui viendront du RAVIP. Et ça, c'est l'article 13 de la loi sur le RAVIP qui le dit. L'article 13 de la loi sur le RAVIP dit que la production est du ressort du RAVIP. Donc les données issues du RAVIP vont servir à la production de données nominatives, personnelles et biométriques à mettre à la disposition de l'organe désigné. Pour le téléspectateur, il faut dire qu'il y a un processus actuellement en cours et c'est un peu à cela que vous faites allusion. Qui va démarrer en novembre. Et donc, on mettra à la disposition de l'organe désigné par la loi pour l'établissement de la LEPI, disons les données biométriques nominatives et autres. Mais à cela n'en tienne. Mais l'organe même, qui est censé être l'organe pour superviser l'Agence nationale de traitement, n'est pas en place. Et donc, c'est comme s'il y a une intelligence, et ça, c'est ce que je trouve, il y a une intelligence qui travaille à nous mettre devant un fait accompli, lequel je ne peux encore le dire. Francis Laley, quelle pourrait être cette intelligence à travailler, à mettre le peuple béninois devant le fait accompli? Le peuple béninois a de peu évité le pire plus d'une fois. Est-ce que les acteurs politiques vont se permettre de jouer en quoi ça? Mais vous savez très bien que les acteurs politiques, malheureusement, ont la mémoire courte. Malheureusement, vous vous rappelez une chose excellente, qu'on a souvent frôlé le pire. On l'a parfois évité de justesse. Mais quand vous voyez le comportement de nos différents acteurs politiques, et vous voyez les situations les plus critiques qui ont pu exister avant eux, ou avant qu'ils ne soient aux affaires, je parle de l'actuel, comme je parle de ceux qui l'ont précédé, vous avez le sentiment qu'ils en tirent des leçons? Vous avez le sentiment qu'ils deviennent plus prudents justement en se disant « Attention, il ne faut pas que ce type de situation puisse se reproduire. » Non, malheureusement. Malheureusement. Et c'est absolument regrettable. C'est absolument regrettable. Quel pourrait être l'impact du recours de ce citoyen? Alors, j'espère, si le recours est bien formulé, qu'il n'y a pas de toute façon, la Cour sait y faire. Ce que moi j'en espère, c'est autant qu'on a pu espérer du recours qui a permis à la Cour de relancer, de mettre en branle le processus électoral. C'était en 2015, je crois, début 2015. Donc, ce que j'espère, c'est que la Cour, constatant les faits, puisse enjoindre aux différentes autorités concernées, sous délai, comme elle sait le faire, de mettre en place les institutions prévues par de mettre en œuvre la loi, simplement. De mettre en œuvre la loi. On a vraiment c'est vraiment cette politique du fait accompli qui est inquiétante. C'est extrêmement inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on a déjà fait l'impasse, on a déjà décidé du sort de ce qui existe. Ce qu'on veut mettre en place est en cours de préparation, mais on a d'ores et déjà biffé, je dirais, ce qui existe. C'est l'impression qu'on a. Et un jour, on va dire, bon, de toute façon, ce n'est plus nécessaire parce que non. La loi est là, il faut l'appliquer. Et comme l'a dit M. Rousseau tout à l'heure, et il a très bien dit, même si on est dans un système de représentation, aucun représentant ne peut s'arroger le droit de décider à la place des populations. Oui, là, c'est un appel, un aspect très important que Francis souligne. Aucune représentation ne peut décider du sort du peuple à la place du peuple. Mais dans le contexte actuel, où ça semble comme une entente tacite dans la gestion, quel est le schéma auquel on pourrait assister? Vous savez, et ça inquiète aussi, ou ça étonne. On se demande s'ils n'en ont pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve peut-être en majorité dans un groupe donné, dans une position ou dans un camp donné. On pense, ce qui n'est pas possible, on pense qu'on va rester indéfiniment dans cette position-là, disons de favori ou d'être favorisé par un système en place. Et donc, on formate, on manipule, on travaille, on gère, on prévoit, on planifie, comme si, voilà, on a une position immuable. Je pense que aujourd'hui, c'est peut-être eux-mêmes qui devront commencer par se rendre compte de ce que ce n'est pas si favorable pour eux comme ils le pensent. Peut-être pour la position qu'ils occupent, les positions qu'ils occupent aujourd'hui, mais ce n'est pas si favorable pour eux. Vous voyez, quand je regarde, et là, c'est un peu comme, comment l'exprimer, voilà ce qui est prévu. On a fini une série d'élections. On ne s'est pas donné le temps vraiment d'évaluer tout ça pour dire qu'est-ce qu'on fait
sur la loi. Qu'est-ce qui a lieu d'être révisé? On ne lance pas le débat pour discuter de qu'est-ce qu'il faut. C'est vrai que c'est une question électorale, c'est une question des acteurs politiques, mais l'acteur politique ne peut pas voir, disons, tout sur la loi ou sur le processus électoral. À lui seul, il ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que le simple observateur qui, de l'extérieur, regarde à son regard et à ses opinions et à ses propositions. Et donc, on n'a pas fait cette évaluation. On attend depuis un certain temps des rapports, même, disons, d'un certain niveau pour apprécier le processus. On ne l'a pas fait. Mais déjà, il y a des rumeurs qu'on veut réviser tout sur le code électoral. Il y a le RAVIP, comme je dis, qui est en place. Et quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que, puisque rien n'est fait, c'est comme si, petitement, on est en train de mettre, disons, les pièces d'un puzzle pour essayer quand même de démonter, et ça c'est de mon point de vue, de démonter l'implication des acteurs politiques, puisqu'on pense qu'ils sont tous, ils pensent qu'ils sont majoritaires maintenant du même côté, de démonter l'implication des acteurs politiques dans le processus, mais aussi de démonter les quelques éléments de transparence ou de sécurisation du processus, de nos processus électoraux. Comme si on décidait de retourner en arrière par rapport, disons, à la transparence. Parce que mettre en place le COS, donc le regard des acteurs politiques, mouvance opposition, avec l'INSAE et l'État civil, c'est quand même un certain niveau, tout au moins, de présence qu'on assurait et aussi d'actualisation des données qu'on assurait. Alors qu'on en a besoin. Même si on n'a pas d'élection, on en a besoin. La crainte, et ça c'est ma crainte, la crainte vient du fait que c'est comme si déjà on a décrété, disons, la mort, où on a mis de côté toute la base de données qu'on a eue au moment du RENA. Mais c'est trop tôt, parce qu'il faut attendre 2020 pour qu'elle puisse s'inspirer. Il n'est pas de leur ressort de décréter dès aujourd'hui de tuer cette base. Il faut l'actualiser pour qu'elle soit utilisable. Il ne leur revient pas de décréter cela. La démonstration que fait Julien Ousso fait froid dans le dos. Le Bénin a toujours été un modèle quant au processus électoraux et aux mécanismes mis en place. Le Bénin, avec ses acteurs, ne va quand même pas s'amuser à faire des bonds en arrière. Ben, écoutez, c'est malheureusement ce à quoi on semble se préparer. C'est malheureusement ce à quoi j'espère que ça n'arrivera pas. Je crois que ce pays est fort. Il a une ressource qui lui vient de je ne sais où et qui fait qu'il arrive toujours à éviter le pire. Et malheureusement, ben, ça a un côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'on a tendance à recommencer tout le temps. Comme si on était sûr que de toutes les façons, on réussirait encore une fois à éviter le pire. Jusque-là, ça nous réussit. Mais ça fait que nous sommes largement en deçà des performances, largement en deçà du niveau auquel nous aurions pu être, auquel nous devrions être. Et encore une fois, on ne tire pas leçon de ce qui nous arrive. Encore une fois, malheureusement, nos acteurs politiques, toutes catégories confondues, ont la mauvaise habitude de privilégier des intérêts personnels, des vues personnelles, des calculs personnels sur l'intérêt général. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est pas possible que sur des questions aussi sensibles, on puisse observer ce à quoi on assiste. C'est quoi ce silence-là? Personne n'a dénoncé ça à la classe politique. Personne. Et ça fait déjà 2 mois. On s'en va en octobre, là. Personne n'en a parlé. Les principaux leviers sur lesquels l'actuelle équipe a voulu travailler, l'acclamer à cœur et à cri, ça fait partie aussi du principe de la transparence, de la concertation. Alors, qu'est-ce qui se joue pour que finalement on ait cette impression que ça ne passe pas, ça ne dialogue pas? Julien Ousso disait tout à l'heure qu'il faut quand même que les différents acteurs se retrouvent. Parce que ce qui a été mis en place jusqu'à présent, c'est pour éviter que certains aient finalement l'impression que tout se joue contre eux et tout se trame sur leur dos. Mais on tombe dans un travail qui on a évité, qui pourrait créer cet environnement de gouffre-là. Écoutez, moi j'ai le sentiment que, en réalité, nos acteurs politiques ont dû s'accommoder par la force des choses, et je pèse mes mots. Ont dû s'accommoder par la force. Par la force des choses d'un minimum de transparence. Ils n'ont
pas voulu de la transparence. Ils en veulent dans les discours, mais ça ne dépasse pas les discours. Vous l'avez dit, que l'environnement actuel... Parce que ce à quoi on assiste en ce moment, oui, comme il a bien démontré tout à l'heure, c'est à une espèce de détricotage de ce qui a été fait jusque-là. Et même la méthode utilisée, cette façon de faire des choses en catimini. Je ne voudrais pas parler de la loi sur le travail ici, ce n'est pas le sujet. Mais je vais l'évoquer juste pour voir, pour illustrer la méthode dont je parle. Oui, quand je dis en catimini. Voilà une loi qui est extrêmement importante, qui va avoir des conséquences incalculables, dont on a entendu parler qu'au moment où la loi est sortie, quoi. On n'a pas entendu, en tout cas moi, je n'ai pas suivi de débat au Parlement sur la question. J'ai pas la médiatisation à laquelle on assiste sur ce type de choses, rien. Et puis un jour, j'ai vu dans les réseaux sociaux une loi qui remet en cause, mais c'est un virage à 180 degrés. Je ne sais pas si les travailleurs savent de quoi il s'agit, et je me demande même si les syndicats finalement l'ont lu, parce que je n'ai aucune réaction. Bref, ce que je voulais dire, c'est la méthode. On n'a pas entendu parler de ça, mais ça a été travaillé quelque part. Et donc, on n'a quasiment pas d'informations sur ce qui se fait. Et on voit un jour quelque chose apparaître, une loi votée, voilà, avec une bonne majorité, point barre, la loi est faite, elle est promulguée, et puis basta, on n'en parle plus. On constate. C'est ça la politique du fait accompli. Mais ça avec aussi la participation des élus du peuple. Donc on ne sent pas, mais bien sûr. C'était pour ça qu'on parlait de représentation tout à l'heure, en disant, mais écoutez, à mon avis, c'est un détournement de la représentation, ça. Interpellé dans ce débat aussi, Julien Oussou, les acteurs de la société civile, on a comme l'impression que ces acteurs sont eux aussi absents sur le terrain. Vous savez, victime un peu de la méthode. Vous savez, en tant qu'individu, si Julien veut réagir, peut-être en 2 minutes, j'ai fait ma réaction, je suis passé. Donc c'est fini. Mais en tant qu'organisation, pour que WANEP réagisse, il y a toute une technique, il y a toute une procédure, il y a de l'information qu'il faut avoir, il y a des preuves qu'il faut collecter pour toujours garder le label et la crédibilité de l'organisation. Donc de ce point de vue, quand la méthode est cette méthode-là où on travaille en catimini, on ne laisse pas donner, on ne donne pas l'information, on ne communique pas officiellement sur la chose, on entend des rumeurs et après, boucam. Les rumeurs se confirment. Et c'est déjà tout cuit. Tout ce que ça te permet de dire, et ça c'est ma conviction personnelle, je pense que les élus du peuple ont un plan, ont des informations que nous n'avons pas. Ils ont des choses sur lesquelles ils travaillent que nous ne connaissons pas pour justifier ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on est comme nous autres, citoyens lambda, qui le représentent, ils ne peuvent pas agir ainsi parce que c'est inconcevable. Ça voudrait dire que peut-être entre eux, il y a de l'information qui circule, il y a une planification qu'on est en train de mettre en œuvre, il y a des deals qui se font quand même pour qu'ils soient aussi tranquilles pour une situation comme ça, qui du moins c'est une situation, de notre point de vue, qui les arrange, qui n'arrange pas l'acteur politique. Je ne veux pas voir son bord aujourd'hui. C'est ça la réalité. Ça fait toute la difficulté des organisations civiles. Tu es en train de rechercher de l'information sur le sujet pour comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement, pour avoir la présence ou tous les éléments pour décider ou agir, mais tu n'as pas. Et ça te confirme que, alors, c'est géré par vraiment un groupuscule de gens qui se font tellement confiance qu'ils n'arrivent même pas à laisser sortir de l'information. Et c'est une grande difficulté. Nous, on est dans un plaidoyer sur l'accès à l'information. Vous demandez, mais ça vous tourne en haut. Il y a des tests de la République, vous cherchez partout, vous n'allez pas voir. Aujourd'hui, qui sont votés, mais vous cherchez partout, vous n'allez pas voir. Quand vous allez finalement les voir, vous allez comprendre pourquoi ils ne peuvent pas circuler. Parce que c'est totalement différent de ce qui a circulé comme information, de ce qui a circulé comme exposé de motifs. Mais c'est totalement différent. On a même l'impression qu'on refuse systématiquement le débat. Donc, encore une fois, politique. Ben écoutez, voilà des questions sur lesquelles on devrait discuter, sur lesquelles les personnes les plus habilitées à le faire devraient prendre la parole dans les institutions concernées, dans les institutions prévues pour ça. Mais vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien, et puis vous voyez quelque chose sortir. On dit, ah oui, c'est voté, ah, c'est même promulgué. Oui, voilà. C'est à ce moment qu'on découvre ça. Et comme il a dit, entre les informations qu'on fait circuler à un moment donné, pour dire,
Oui, oui, c'est vrai, on prépare quelque chose, voilà ce qu'on prépare. Et le document que vous voyez, qui est signé, qui est promulgué, c'est pas la même chose. Et quand vous lisez ces documents-là, vous comprenez, bien sûr, parce qu'effectivement, si on avait vu ça là avant, c'est sûr que ça ne serait pas passé, ou que tout le monde se serait soulevé, qu'il y aurait eu des débats, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'entente entre les acteurs, un certain nombre d'acteurs politiques, pour faire les choses en catimini, éviter tout débat en se disant de toutes les façons, même quand ça sortira, c'est à l'application que les gens se rendront compte parce que ce n'est même pas évident que beaucoup lisent ce qu'il y a dans les textes. Qu'est-ce qui peut conduire à ces choix? Quelqu'un a dit, un auteur célèbre, il n'y a pas de démocratie, il y a des démocrates. Vous aurez beau installer toutes les institutions que vous voulez, si les acteurs n'ont pas envie, ne veulent pas avoir l'esprit démocratique, ne veulent pas tendre vers la démocratie, eh bien, vous aurez des institutions, mais vous n'aurez pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, il y a des démocrates. J'ai le sentiment qu'il y a des choix qui sont faits à un certain niveau, que des gens se sont fixés un certain nombre d'objectifs, peu importe pour eux que ça plaise ou que ça ne plaise pas, peu importe pour eux que ça soit vraiment conforme à la loi ou pas, c'est un peu la fin justifie les moyens. C'est le sentiment que moi ça me donne. Julien Oussou, avez-vous aussi ce sentiment? On a quand même aujourd'hui un gouvernement composé de gens qui ont opté, demandé, bataillé pour que le respect des tests soit un fait. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, qu'on ait l'impression qu'on assiste carrément à tout au contraire de ce qui a été prôné? Vous savez, merci pour la question. Il y a des débats auxquels j'ai assisté sur ces questions, sur ces matières-là par le passé et que je voudrais les revivre. Parce que ça me permet au moins de me rendre compte de ce que quand même, on en a débattu. Et quand même, il y avait des positions qui paraissaient comme les positions claires pour nous tous. Et quand même, il y a des positions sur lesquelles je peux encore me fonder pour dire, parce que par le passé, on a eu ces positions-là, reste juste à les contextualiser aujourd'hui pour voir si... Mais quand même, les principes doivent demeurer. Et donc, effectivement, j'ai, au-delà de tout, au-delà de ce sentiment que M. Francis évoque, pour moi, c'est avec beaucoup de douleur. Avec beaucoup de douleur, parce qu'en fait, ça fait partie des choses pour lesquelles on a techniquement préparé, travaillé de la documentation, formé, diffusé, sensibilisé, beaucoup de choses. Il y a des choses que l'acteur politique peut faire, mais il y a des choses que l'acteur politique ne peut pas faire et ne sait pas faire. Et donc, de ce point de vue, il suffit simplement à l'acteur politique de libérer l'information vraie pour que, disons, les organisations, les groupes organisés s'en saisissent pour essayer de susciter le débat et de faire. Et ça, je le prends encore, j'ai un projet d'organiser une émission télévisée dans le style réforme en débat sur la réforme du secteur de la santé. Ça fait 2 mois que je cherche, disons, de la documentation sur, disons, quelque chose qui a été conduit, donc une réflexion qui a été conduite avec des ressources publiques, même si vous estimez qu'il y a des données qui sont comme des données à ne pas diffuser, ok, enlevez ces données à ne pas diffuser et rendez disponible le reste. Vous l'avez pas? Non. Et j'ai compris. Parce qu'après, j'ai compris quand j'ai entendu le syndicat du secteur de la santé dire que sur un document de près de 159 pages, on leur a fait une présentation autour de 9 pages, eux-mêmes, ils n'ont pas. Et donc, pour moi, je me dis, finalement, c'est comme si on ne veut même plus qu'on débatte des questions sur lesquelles on devrait débattre. Pas nécessairement pour les convaincre, mais pour aussi les aider à avoir, disons, de l'information, de la position, des lectures des uns et des autres. L'expérience de l'acteur politique est dans un angle donné. L'expérience de l'acteur social est aussi dans un autre angle. Et c'est en couplant les deux, des experts, qu'on arrive à trouver les solutions. On arrive à trouver les solutions. Donc, c'est avec beaucoup de douleur, je vous dis. Et c'est aussi pour me chahuter. Je rencontre certains qui disent comme si je les regardais comme, entre griffes, une peste. Et quand ils disent ça, je dis, je comprends, ça vient de l'intérieur. Parce que je ne me retrouve pas vraiment dans le dispositif.
On a besoin d'informations pour les aider à travailler, on a besoin d'informations pour discuter, critiquer s'il le faut, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on a remis comme élément de débat. Qu'est-ce qu'on veut faire? On n'a toujours pas de réponse. Mais Francis Layet, vous avez suivi le Bénin sur le plan politique des années durant. Aujourd'hui, s'il est vrai que l'information semble être à peine disponible, il est tout au moins une évidence que les acteurs politiques bougent. Ils bougent beaucoup. Et les activités ne manquent pas. Ça fait comme un paradoxe, non? Vous avez le sentiment qu'ils bougent? Ah, vous ne les voyez pas? Il n'y a pas ce week-end où on ne les entend pas parler, ils se prononcent. Est-ce le peuple qui est pressé d'être servi? On a un regain d'activité depuis quelque temps qui semble lié aux échéances électorales qui s'annoncent. Donc ça commence à bouger dans ce sens-là. C'est pour aboutir à des positionnements, c'est pour espérer tirer la meilleure part du gâteau électoral dans 2 ans. Voilà. C'est essentiellement ça. Essentiellement ça. Mais ce que j'aurais espéré comprendre, pas bouger, c'est qu'ils prennent position sur le débat public, qu'ils posent des questions, qu'ils donnent leur point de vue, qu'ils proposent des alternatives. Vous avez ce sentiment-là? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On a un gros problème qualitatif à ce niveau-là. Qualitatif? Ben oui, qualitatif. Mais le parcours de la plupart des hommes politiques parle quand même en leur nom. Ce ne serait pas vraiment mon point de vue, non plus. Vraiment? Bon, je citerai... Je dirais que le parcours de beaucoup plaide contre eux. Contre eux. Non, mais j'ai envie de citer quand même quelques noms forts. Maître Adrien Oumbédi et Bruno Amoussou, ils sont encore tous là, ceux-là. C'est vrai, on ne les entend non plus. Et il dit Kolaolé et autres qui peuvent prendre la parole. Et vous avez dit qu'ils peuvent prendre la parole. Oui, ils peuvent prendre la parole. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un sacré silence de la classe politique. Il y a quand même un sacré silence d'une façon générale et on aurait aimé entendre la classe politique en termes de propositions, en termes de réactions, en termes de critiques. Quand on dit que les partis politiques animent, ont pour vocation d'animer la vie politique, c'est ça. Ce n'est pas que pour la bataille, le combat électoral ou les stratégies électorales qu'on voit se mettre en place de façon un peu confuse là pour le moment. Ce n'est pas que pour ça. Oui, parce que bon, vous savez comment ça se passe. Il y en a qui se créent, qui ne savent pas encore de quel côté ils iront, ou qui pensent aller a priori d'un côté, mais qui se disent, bon, attendons, parce que peut-être que dans peu de temps ou dans quelques temps, le vent pourrait tourner, etc. Donc, chacun essaye de se mettre du côté qui l'arrangerait le mieux. Il n'y a pas beaucoup de place pour la conviction dans ce jeu-là. Non, mais c'est pourquoi je parlais de qualité tout à l'heure, parce que le rôle des acteurs politiques, le rôle des partis politiques, c'est de contribuer au débat public, au débat sur les grandes questions publiques. On a parlé de la santé tout à l'heure. On a parlé de la santé. Qui n'est pas concerné par la santé dans notre pays? Qui n'est pas concerné par la santé? Et tout se joue comme si ce n'est que l'affaire des autres. On parle d'élections maintenant, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sujets comme ça. Mais je dirais que le refus de débat ou l'esquive du débat, la fête du débat public, le contournement de la critique. Parce que quand vous refusez de débattre, c'est que vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne vous dire, mais écoutez, ce que vous avez prévu n'est peut-être pas mal, mais vous n'avez pas envie d'entendre ça. Ce n'est pas rassurant. Cette attitude n'a rien de rassurant. Elle n'a rien de démocratique. Elle n'est pas rassurante parce qu'elle n'est pas transparente. Elle permet de faire passer des choses qui ne sont pas très avouables. Et on a le sentiment que c'est parce qu'on sait que ces choses-là ne sont pas avouables, justement, qu'on refuse le débat, qu'on refuse une certaine publicité sur le contenu des textes. Et c'est grave parce que finalement, les textes sortent, mais personne ne les voit. Ça pose problème. C'est-à-dire que si on se mettait dans cette logique-là, on dirait, OK, d'accord. On cache les choses et tout, jusqu'au moment où on aboutit à la loi. Mais une fois qu'on a la loi, une fois qu'on a tel texte, telle disposition, OK, c'est public.
Oui, en principe, c'est public. Mais vous cherchez, vous peinez à trouver les documents. Donc, je pense que la transparence est très probablement l'un des points sur lesquels le régime politique en vigueur a d'immenses progrès à faire. Et, comme disait M. Osso tout à l'heure, c'est dans son propre intérêt. Si jamais il y a quelque chose aujourd'hui, vous savez, l'une des choses qui a fait paniquer les acteurs politiques avec la fameuse décision de la Cour constitutionnelle début 2015, la Cour a dit, si on n'a pas la liste électorale, je pense avant le 31, je ne sais plus quelle date elle avait donnée, c'était vers fin janvier, eh bien, nous remettrons en vigueur d'office la liste électorale qui avait été utilisée pour l'élection précédente. Ah là, aucun acteur politique en voulait. Et donc, du coup, les choses se sont accélérées. Comme il a dit tout à l'heure, au début, imaginez, personne ne peut prévoir ça. Personne n'est maître du lendemain. La seconde d'après ne m'appartient pas. C'est vrai. Alors, imaginez qu'on se trouve contraint à faire des élections, là, de façon brutale. On va y aller avec quelle liste? On va être obligé d'utiliser la liste qui n'est pas actualisée. Donc, c'est pour dire que les acteurs politiques ont le chic de faire des calculs, d'élaborer des stratégies pour faire prévaloir leurs intérêts, mais qu'ils oublient souvent qu'il suffit d'un petit coup de dé, d'une petite ironie du destin pour que leur propre stratégie se retourne contre eux, qu'ils soient les victimes de ce qu'ils ont mis en place. Oui, la stabilité d'aujourd'hui peut ne pas être celle de la seconde. D'après WANEP, on travaille justement sur le levier de la paix. Aujourd'hui, avez-vous comme l'impression que le peuple béninois, ses acteurs politiques, s'amusent un peu trop à mettre en péril ce qu'on pourrait appeler la nation havre de paix, Bénin? Vous savez, c'est comme on dit, construire la paix, surtout quand on est dans la relation d'une paix non passive. C'est-à-dire que poser des actes au jour le jour pour consolider, pour édifier la paix. Tout ce qui se passe donne comme des indicateurs. C'est comme je disais, j'échangeais avec quelqu'un, j'ai dit... ils se comportent aujourd'hui sur beaucoup de questions, les acteurs politiques, comme s'ils sont d'accord. Et c'est comme au mariage. Hein, quand vous ne dites rien, si vous avez quelque chose à dire contre le mariage, il faut le dire maintenant, sinon il faudra vous taire à jamais. Et ils vont se retrouver demain devant ce fait accompli-là. En fait, on a comme des frustrations qui sont en train de s'agréger à plusieurs niveaux. Actuellement, oui. Oui, on a dit... le 21 septembre dernier, WANEP, en sortant sa déclaration, a appelé vraiment le gouvernement, l'État, en fait, l'équipe actuelle a fait beaucoup plus d'empathie. C'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'empathie. D'empathie en se mettant à la place du citoyen, pour comprendre ce que vit le citoyen. Ça peut l'amener à comprendre qu'est-ce que je fais. D'empathie. Oui, il y en avait qui se demandaient, mais si le WANEP est au Bénin, pourquoi demander à l'autorité de se mettre à la place du citoyen? Vous avez l'impression que ça ne se fait pas? Il faut demander à l'autorité ce que nous pensons que pouvant l'aider. Chercher de l'apprenti, se mettre à la place de l'opérateur économique aujourd'hui, pour se rendre compte que si on était opérateur économique, est-ce que, à la place de l'opposant d'aujourd'hui, à la place de l'agent permanent de l'État aujourd'hui. Donc, sans ça, on a l'impression qu'on est dans une tour et que tout se passe comme on l'imagine là. Alors que on peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir de bonnes politiques, mais dans l'application, des gens peuvent en train de ramasser vraiment je ne sais pas, mais c'est ça le plus important. Et on estime que sur ces plans-là, il ne s'agit pas de s'occuper de faire assez de réformes si les réformes n'arrivent pas à changer vraiment ou n'arrivent pas les situations sur le terrain. Si les réformes sont perçues de telle façon que les gens n'expriment que leur frustration par rapport aux réformes, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un gap qu'il faut corriger. Les réformes sont flanquées de très bonnes intentions, mais ceux qui reçoivent les réformes pensent que ce n'est pas en train de les arrêter. Et donc,
il y a des risques. Il y a des risques aujourd'hui, mais il y a des risques aussi que quand on va rentrer dans l'application de certaines lois, qui sont comme des lois de réforme, en fait, les lois issues, les dernières lois, quand on va rentrer dans l'application vraiment, réellement, ce groupe va grossir, les frustrations vont grossir, ainsi de suite. Et c'est là le danger. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne fait pas le débat sur la loi sur le RAVIP, alors que ce qui va se passer simplement aujourd'hui, on a laissé un coordonnateur nommé en train de sensibiliser, donc de mettre en œuvre le RAVIP. On a mis un groupe 9 pouvoirs, 9 députés en train de conduire ça. Et dès qu'on serait en... Aucun membre de la société civile? Bon, ce débat est déjà, même sans être dedans, on peut bien faire le travail que nous devons faire, mais il faut pouvoir rendre disponible, disons, oui, la méthodologie technologique, la technologie à utiliser, la méthodologie. Il y a toute documentation qu'il faut rendre disponible pour permettre aux gens de regarder et d'avoir de la transparence dans le dispositif. Les gens vont se rendre compte que, puisqu'en 2010, donc le recensement électoral national approfondi va expirer, parce que c'est très clair, 10 ans va expirer, et donc on ne pourra plus... 2020 va expirer, et donc ce n'est que les données du RAVIP, éventuellement, parce qu'on ne prend aucune disposition pour faire un autre recensement général, comme on a dit, parce qu'il faut maintenant, c'est de ça qu'on devait parler maintenant, comment on fait pour rééditer le recensement, le RENA, ou quelque chose de pareil, mais c'est le RAVIP qui est en train de prendre habilement la place. Ça voudrait dire que le RENA va expirer, donc en 2020, et en 2021, on serait obligé d'aller aux élections. Le RAVIP serait en train de fournir des données biométriques et nominales, et donc, d'office, ce seraient les seules données sur lesquelles on va travailler. Et si c'est ça, aujourd'hui qu'on est en train de collecter ces données, les acteurs, tout le monde doivent se rendre disponibles pour aller regarder, pour qu'on puisse observer et s'assurer que ce qui est là, c'est ce qu'il nous faut. Donc, on ne l'a pas. On observe ces choses et par les moyens que nous avons, nous essayons disons, d'alerter et de dire ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant et on pense qu'on aura un moment de forte tension, de très forte tension. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, Francis. Est-ce qu'il faut vraiment craindre pour le Bénin de demain si les paradigmes n'arrivent pas à être modifiés? En fait, je pense qu'il faut... Oui, si les paradigmes ne sont pas modifiés, oui, il faut craindre. C'est un cocktail qui se prépare, mine de rien. C'est pas pour être alarmiste, mais je crois que c'est notre rôle, notre devoir aussi, d'appeler l'attention des autorités dessus. Parce que comme il a dit, les intentions ne sont pas nécessairement mauvaises. Je ne veux pas croire qu'on ait décidé d'aller dans un sens négatif, a priori. Je préfère penser qu'on est convaincu de bien faire et qu'on se dit, bon, il vaut mieux utiliser cette méthode-là qui paraît peut-être plus efficace ou plus susceptible de produire des résultats rapides. Mais on va faire ça, on va se retrouver avec des lois qui vont être inapplicables. Les lois vont être là et elles ne seront pas applicables parce que personne n'osera les mettre en œuvre. Ça aussi, ça peut arriver. Les choses qu'on fait passer en catimini, au moment de l'application, il y a des dispositions peut-être sur lesquelles les gens vont se gratter la tête pour dire, mais vraiment, est-ce que j'y vais? Comment les gens vont réagir, etc. Quand les gens deviennent fous, ils ne veulent pas savoir si c'est dans un texte ou pas. Hein. Donc, tout peut arriver à tout moment. Donc, je pense qu'il faut aller dans le sens de la prévention. Il faut éviter, je pense, des choses qui sont justement susceptibles de produire, de construire, de consolider des frustrations. Merci Francis Nalé, recours à l'inconstitutionnalité de la non-désignation des membres du COS. Quel reste votre grand souhait, en quelques secondes? Sur ce recours-là, mais c'est qu'il aboutisse. Votre souhait? Qu'il aboutisse et que le COS soit installé. Merci, chers invités, mesdames, messieurs, merci, vous l'avez compris, le temps est complètement terminé. Un sujet d'intérêt pour lequel nous allons sans doute revenir vers vous pour notre plateau. Franklin Delano Roosevelt, mesdames, messieurs, pour mettre un thème à l'émission du jour. En politique, rien n'arrive pas accident. Tout est planifié, tout est lié. Seuls les concernés savent là où ils vont. Merci infiniment pour avoir une fois encore été des nôtres. À demain pour un autre numéro de 100% BD.